Salut Xavier. Salut Alex. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Écoute, Xavier, on se connaît depuis j'allais dire pas depuis 10 ans, mais enfin, on échange régulièrement sur tout ce qui est voilà, remote, télétravail, etc. Et j'avais vraiment envie de parler avec toi sur ce nouvel épisode, sur tous ces sujets qui sont brûlants d'actualité. Xavier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis l'éditeur d'un média en ligne qui s'appelle The Village, thevillage.net avec un Z, et qui existe depuis 2004 et que j'ai lancé au moment où je quittais la ville, la région parisienne, pour m'installer en pleine campagne en Normandie, dans l'Orne. Et ça a été, au démarrage, c'était un petit blog, hein, parce que je bloguais depuis le début des blogs. C'est un phénomène qui m'intéressait, qui était extrêmement communautaire, pour revenir à notre sujet, qui a inventé l'échange à partir d'un écrit, d'un créateur qui engageait des conversations, hein. C'était le principe des blogs. Et c'était la grosse rupture avec les médias qui étaient de la communication descendante, one to many, où le journaliste sur son piédestal s'adressait à un auditoire. Euh, donc voilà, ce média a évolué petit à petit. Du petit blog, je me suis pris au jeu, c'est devenu un média. Et le modèle économique était assez simple à l'époque. C'était de m'apporter des missions. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, mais en réalité, la notoriété qui était engendrée par le média m'apportait des missions pour mon activité de conseil et de formation. Ok, donc ça c'est le début de l'histoire de The Village. C'est ça. Et, euh, et finalement, en fait, ça a commencé dans les années 2000. C'est... Oui, la publication, c'est 2004, c'est l'année où on s'est installé. J'ai commencé juste quelques mois avant de nous installer ici, à la campagne. Et donc les thématiques au début, c'était le développement local rural avec le télétravail. Alors, le télétravail, c'était, faut se souvenir ce que c'était en 2004, hein, c'était balbutiant, ça existait. Moi, je le pratiquais déjà sans trop le savoir. Je m'étais jamais trop pensé sur la théorie du sujet. Et puis, en développant, je me suis aperçu qu'il y avait des tas de sujets connexes. On a vu arriver le mouvement du coworking des États-Unis et du Canada. On a vu arriver la transformation de l'entreprise, des modes de management. Voilà, tous ces phénomènes, petit à petit, on en a rajouté dans la ligne éditoriale de The Village. Et parallèlement, moi, alors dans une autre vie, j'étais journaliste, mais mon métier de conseil d'origine, c'était la communication d'influence. Et donc, rapidement, quand on a vu arriver les réseaux sociaux, on a envisagé l'audience, la communauté, l'influence différemment. On a commencé à la regarder différemment. On parlait de community management à l'époque. Mhm. On voit que ça a encore beaucoup évolué. Je suppose qu'on va en parler beaucoup. Mais voilà, donc on a suivi, avec The Village, on a suivi toutes ces transformations. Et jusqu'à ce souci communautaire qui existe chez nous depuis longtemps, auquel on réfléchit depuis longtemps. On a fait une tentative de créer un club il y a 4-5 ans, Mhm. qui était un club en présentiel, qui a vite montré ses limites, parce que c'était un peu frustrant d'avoir juste une petite participation locale à Paris. En plus, Paris, c'est une grande ville, c'est un endroit où il y a une concurrence d'événements tous les soirs très forte. Enfin, il y avait avant la Covid. Mhm. Donc voilà, on a tourné pendant 1 an, puis on a arrêté en se disant on va réfléchir à une nouvelle forme de communauté. Et puis la Covid est arrivée, c'est un peu tout ralenti. Et là, depuis 2-3 mois, on a relancé notre projet communautaire. Ce qu'il faut dire, c'est que euh, par rapport à ce sujet télétravail, remote, qui est bon, aujourd'hui Covid, post-Covid, intéressant, brûlant, c'est que toi, le sujet tiers-lieu, tu l'as pris il y a quasiment 15 ans, 20 ans, 15 Mmh. ans. Euh,
Et parce que en fait, tu t'es installé dans la campagne. C'est Mmh. ce qu'il faut partager aux auditeurs, c'est que toi, tu as fait le pari d'aller t'installer en dehors de Paris et grâce au numérique, essayer malgré tout d'être complètement connecté, de pouvoir télétravailler, bosser comme dans une vraie métropole, quoi. Ça, c'est ça le vrai pari que toi, tu as tenté il y a 15 ans. Et Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis que le club, quand tu parles de ton club, mmh. on parle du club local que tu as lancé ou que tu as Non, essayé de alors ça lancer? ça c'est autre chose. C'est une expérimentation, qu'on a lancée parce qu'en 2004, quand j'ai démarré The Village, 2-3 mois après, on s'est installé à la campagne et rapidement, j'ai découvert ce sujet et je l'ai creusé et 4-5 mois après l'installation, j'ai organisé une petite conférence. J'ai trouvé les quelques personnes qui comptaient. On est allé voir le conseil général à l'époque du département. On a Mmh. demandé s'ils pouvaient nous héberger pour une soirée et on a fait un petit tabac local avec ce sujet. Et du coup, en réfléchissant, 2-3 ans après, on a vu arriver le phénomène du coworking. On a décidé de créer un espace dans mon village. Donc, on est probablement le premier tiers-lieu rural, hein, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça s'est complètement banalisé. C'est soutenu par les pouvoirs publics. On a fait un énorme saut, hein, en 10 ans. C'est une bonne chose. Mais à l'époque, c'était plutôt, pour nous, c'était à la fois une expérimentation, une conviction qu'on voulait incarner dans un lieu. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on a commencé par créer la communauté avant d'avoir le lieu. Et on s'aperçoit que dans les bonnes pratiques du coworking ou d'un tiers-lieu, community first, hein, j'apprends rien. Tous les gens qui s'intéressent au community building le savent bien. On avait une communauté et on se voyait régulièrement. C'est-à-dire qu'on échangeait sur les outils de l'époque. C'était avant les réseaux sociaux, par mailing list ou des trucs basiques. Et on se voyait au moins une fois par mois. On se faisait un repas partagé, on échangeait. Ça créait le lien, ça renforçait le lien. On a créé la communauté avant. La communauté, elle était virtuelle d'une certaine manière, hein. On utilisait des outils de l'époque, mailing list, des choses comme ça. Et on se voyait, on déjeunait ensemble au moins une fois par mois, et puis on pouvait échanger avec des plus petits groupes entre-temps. Et puis un jour, ce community first, comme la communauté existait, on l'a incarné. Et on a créé ce qui était, dans mon village de 320 habitants, ce qui devait être le premier tiers-lieu rural à l'époque. On a commencé par un coworking, puis on a fait évoluer. Aujourd'hui, on a un Fab Lab. On a des activités très, très variées. Mais il y avait une conviction derrière ça. C'était que plus on est espacé, distant des autres, plus on a besoin de se retrouver, on a un besoin communautaire, on a besoin d'entraide, on a besoin de se parler, et tous les freelances le savent, hein, ils ont choisi d'être indépendants, mais ils ont en même temps envie de recréer un collectif de travail, pas forcément en présentiel d'ailleurs, mais un collectif de travail qu'ils ont choisi. Trouver des gens qui discutaient boulot, des gens qui discutaient d'autres choses, sortir de son écran et de parler à son chien toute la journée. Bah, oui, Donc oui. c'est vrai en ville, mais c'est encore plus vrai en pleine campagne comme nous, hein. On est très, très rural, comme tu le disais. Et donc, tous ces gens avaient le besoin de se retrouver. C'était des créateurs, des freelances principalement, et ils travaillaient tout seuls chez eux, avec, à l'époque en plus, des mauvaises connexions Internet, ce qui arrangeait pas les choses. Donc en fait, The Village, c'est le triple pari d'un lieu physique, d'un média et d'une communauté derrière tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, ensuite, ça a évolué. C'était beaucoup plus désincarné, hein, parce que l'origine, elle est très rurale dans mon village, autour de notre activité, dans le département. Mais Mmh. ensuite, ça a évolué. C'est des lecteurs. Aujourd'hui, on en a un peu partout, hein, 40 000 pages vues. On a 7 500 abonnés à notre newsletter. Euh, voilà, on est à la fois pionnier et expérimentateur de cette transformation du travail et du monde rural d'ailleurs, parallèlement. Et donc tu parlais de freelance. Alors effectivement, c'est la douleur la plus forte, effectivement, je pense qu'elle est ressentie par ce genre de profil. Hem, est-ce que pour autant tu as dans ta communauté proche, j'ai envie de dire physique,
dans cette période un peu post-Covid, des personnes qui bossent dans des boîtes et voilà, qui ont pas le profil d'entrepreneur ou de solo-entrepreneur ou de freelance, mais qui sont plutôt des employés et qui commencent à vouloir s'installer en campagne pour mieux bosser, qualité de vie, etc. Est-ce que ça, tu le remarques, toi, à ton échelle locale? Ah ça, on le remarque, oui, oui, bien sûr. On le remarque. Alors, c'est pas des mouvements massifs, hein, on en parle beaucoup. Il y a un gros volume de Ouais, production dans la presse, mais en réalité, c'est quantitativement, on n'a pas encore beaucoup de chiffres, mais quantitativement, c'est pas énorme. Mais comme nous, on est une petite ouais, c'est le début, communauté, quoi. ouais, Mmh. c'est le début. Comme on est une petite communauté, on a bien vu ce qu'a produit la Covid. C'est-à-dire que d'abord, on a ouvert un gîte, hein, chez nous parce on est dans une ancienne ferme, on avait beaucoup d'espace. Donc, on a Mmh. ouvert un gîte et on a bien vu, hein, pendant 2 ans, on a eu des petites communautés de salariés qui venaient en session de co-living pendant un mois, bosser, et ils étaient ravis. Ils connaissaient pas du tout la campagne, ils étaient au calme, ils changeaient de vie. Paris, pendant les confinements, c'était pas très fun. Il n'y avait pas de bistrot, il n'y avait rien, pas de cinéma, donc autant venir à la campagne. Donc ça provoquait un déclic. C'est pas encore un mouvement de masse, mais on s'est dit, ce que nous, on avait expérimenté il y a 15 ans, toute la France l'a expérimenté grandeur nature, en bien Ah ou bah en oui, mal, hein. ouais. Il y en a Mmh. qui ont souffert et qui se sont dit: «Merde, c'est possible, pourquoi on ne le fait pas?» Et bah, il y en a qui passent à l'acte, évidemment. Et on est d'accord que pour réussir un peu tous ces challenges-là, que de faire ta communauté au local, d'incarner le tout sur un lieu physique ou des rencontres physiques, de garder le contact entre des events physiques sur une communauté un peu plus virtuelle. Enfin, on est d'accord qu'il y a quand même le lien dans tout ça. C'est bon, bien sûr, c'est le lien humain, mais il y a quand même une grosse partie digitale qui fait que Oui, tout ça ouais, ouais, est possible. bien sûr. Et au-delà des applications, hem, est-ce qu'il y a pas aussi un côté bêtement technique? C'est-à-dire aujourd'hui, la fibre va être déployée partout d'ici fin 2022, enfin, en tout cas, Mmh. on l'espère. C'est pas, c'est lent. Voilà, j'expérimente aussi. On a tous hâte, de pouvoir avoir cette fibre, dans à peu près partout en France, mais on est d'accord. Enfin, il y a quand même un aspect, technique de base qui fait que s'il y a pas de connexion internet, rien n'est possible, quoi. Oui, c'est ça. Une des premières valeurs ajoutées de notre espace, c'était qu'on a eu du très haut débit. On avait entre 50 et 100 mégas de débit, à un moment où les gens ramaient avec 1 méga, en ADSL, parce qu'on a profité d'une expérimentation de la région Normandie, qui cherchait des points d'entrée, très haut débit dans le territoire normand et que, on était parmi les happy few en basse Normandie à profiter de ça. Ça utilisait à l'époque la technologie WiMAX, hein, qui est une espèce de super Wi-Fi, sur Ouais. une autre bande passante, il y a une autre fréquence. Voilà, et puis aujourd'hui, l'opérateur s'est arrêté. On attend la Mmh. fibre, pour cette année, comme tu le dis. Et en attendant, on bidouille avec des box 4G de Bouygues ou des choses comme ça qui sont correctes, mais qui ne sont pas encore du très haut débit stable. Donc c'est vrai qu'il y avait un prérequis technique qui aujourd'hui, ne va plus être un problème. À partir du moment où on aura de la fibre ou du très haut débit partout, quelle que soit la techno, c'est vrai. Et on s'aperçoit aussi que dans notre communauté, alors on s'appelle l'écloserie numérique, donc on a Mmh. volontairement choisi cet angle, autour du numérique, mais il y a des tas de gens qui ont des métiers non numériques. Mais il y a toujours un angle, ne serait-ce que parce que, ils savent pas comment réparer leur imprimante ou des trucs tout bêtes de la vie du freelance, la vie quotidienne du freelance. Ils ont un problème avec leur connexion internet, ils ont besoin d'un dépannage, ils ont besoin d'entraide, ils ont besoin d'un site web, que sais-je encore. Bah, le numérique est partout dans la vie des freelances. Surtout quand ils ont fait le choix d'être loin des autres. Mmh, mmh mh. Ce qui est hyper intéressant avec ton modèle, c'est que tu commences par la communauté physique. Ça donne du lien dans le digital. Ça permet finalement de redynamiser ou de créer des rencontres au local un peu plus sympas. Ça, c'est tout ce qui se passe avant 2019. Et puis là, la période fait que, The Village, est plus que jamais un média
et finalement, tu peux devenir, c'est ce que tu étais en train d'expliquer, tu peux devenir une communauté complètement virtuelle, sans frontières, j'ai envie de dire. C'est ce que tu es en train de tester là? C'est C'est d'essayer ça, c'est de exactement ça. créer de passer ton audience, The Village sur une autre expérience relationnelle, comme tu peux le vivre au local? C'est ça que tu essaies de Ouais, tenter? c'est exactement ça et comment dire? Intuitivement, on a commencé par réunir une communauté. À l'époque, moi, je connaissais rien en community building, j'avais rien lu, voilà, je connaissais rien de la théorie, si tu veux. Mais spontanément, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre, quand un humain rencontre un autre humain? Bah, il crée des liens. Et quand on est loin, eh ben, spontanément, on s'est tourné vers le numérique. Ce qui est rigolo, c'est que c'était des outils complètement basiques à l'époque, hein, des mailing lists. Il n'y a pas de chat, il n'y avait rien, ou presque pas. Et on a commencé à échanger comme ça. Et puis après, on a senti le besoin d'incarner ça, de se retrouver, de partager des repas. Hein, le repas, je ne sais pas si on a beaucoup écrit sur le sujet, mais le repas dans le community building, c'est extrêmement Mmh, c'est important. majeur. Oui. Mmh. On est français, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'un repas partagé, c'est dans notre culture. Mmh, mmh, mmh. Donc on a tout de suite eu envie de faire ça. Et on se faisait des repas, on était 20, 30, voilà, au moins une fois par mois. Et puis ensuite, quand on a créé notre lieu, on avait des rendez-vous le vendredi midi, par exemple. Systématiquement, il y avait un repas partagé avec ceux qui étaient là. Alors, soit ils allaient chercher leur déjeuner chez le traiteur du coin, ils apportaient leur sandwich, ou de temps en temps, quand il faisait beau, on faisait des saucisses et on partageait les saucisses. Ben voilà, ce côté convivial je veux dire, est un élément essentiel dans les bonnes pratiques. Mais ça, on l'a découvert après. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant avec The Village, c'est essayer de prolonger cette expérience, ce test, cette expérimentation qu'on a fait depuis 15 ans en hyper local, de le faire avec une communauté plus large. Et là, ça démarre juste. Hein. On a fait quelques ateliers pour formater un petit peu ce qu'on pouvait faire. On l'a incarné dans un Discord il y a 15 jours. Mmh. Et on est en train de tester, de faire monter cet embryon de communauté, suivre pour le coup, toutes les bonnes pratiques qu'on a appris depuis. Comment on démarre avec rien du tout, avec personne, comment on démarre à 2, à 3, à 10, etc. Comment on scale la communauté tout en gardant l'esprit communautaire. Là, il y a un petit peu de théorie, un petit peu de technique, et puis on se fait aider par des gens très compétents qui nous ont rejoints, comme toi, comme d'autres, qui connaissent bien cette démarche communautaire. Et c'est très excitant parce qu'on C'est on va voir si ça marche. J'allais te challenger sur le côté repas, le côté bouffe, Ouais, sur le fait qu'il va falloir se lever tôt pour que sur un Discord, il y ait le même degré de convivialité. ouais. Mais pas forcément parce que, ce que je suis en train de voir aussi sur d'autres communautés virtuelles, c'est qu'on se voit peut-être, moins souvent, mais on se voit mieux. C'est-à-dire qu'en gros, les communautés complètement virtuelles, qui naissent dans le web, qui sont animées dans le web, ne manquent pas d'ancrage physique. C'est juste que les Mmh. ancrages physiques sont peut-être moins réguliers puisque le lien naturel se fait sur des routines qui sont complètement digitales, mais au fin de compte, enfin, il y a combien de communautés virtuelles dans lesquelles je suis où il y a quand même une fois par trimestre, une bonne rencontre quoi, physique. Ouais, Alors ouais. je sais pas si c'est comme ça que le monde comme ça dans lequel le monde des communautés va évoluer, mais je trouve que c'est intéressant de se dire, bah, voilà, on se voit moins, mais on se voit mieux, avec, allez, la France entière comme terrain de jeu, voire, l'Europe, voire le monde entier. Hem, ça, c'est quelque chose, que toi, tu auras envie d'expérimenter avec The Village? C'est-à-dire, Oui, une oui, petite alors retraite, nous, on l'a fait, donc ça nous fait pas peur et ça nous paraît pas complètement délirant, parce qu'on sait que ça peut marcher. Ce qui est oui. différent pour nous, c'est l'échelle. Effectivement, parce qu'on a des ambitions au moins françaises, mais ça peut être des ambitions plus larges, effectivement, Mmh parce mh. qu'on ne sait pas les gens où sont localisés. Et on sait très bien qu'une communauté de ce type-là va avoir besoin d'événements hyper locaux. Rien n'empêche des membres de la communauté qui se sont rencontrés sur la communauté de se retrouver tout seuls à Toulouse, à Lille, à Brest, je sais pas où, en pleine campagne, et puis des micro-événements très locaux entre eux.
et puis de les partager avec le reste de la communauté ensuite. Ça, c'est une chose. Ok. Et puis, deuxième élément, d'essayer de se faire des grands-messes physiques, peut-être une fois par an, 2 fois par an, où tout le monde ne viendra pas évidemment, mais où déjà on aura une occasion de se retrouver physiquement, d'échanger. Et on voit bien que ce qui soude aussi une communauté, il y a plein d'éléments qui soudent une communauté, mais il y a en particulier tout le off. Hein, quand tu vas à une Mm. conférence en présentiel, tu vas pas que pour écouter des intervenants, des speakers, ce que tu veux. Tu vas aussi pour le off. Tu vois les gens, Bah, tu les surtout, oui, connais, c'est sûr. tu les as jamais vus, tu les rencontres pour la première fois. Mm, Et en mm, fait, mm. en réalité, la conférence, on pourrait l'avoir sur YouTube, mais ce qui est important, c'est de rencontrer les gens pour de vrai. Ouais, c'est le Et cocktail alors, derrière, hein. voilà, c'est le cocktail derrière. Ou les gens que tu croises dans le couloir. Voilà, ça, on ne sait pas très bien comment on va l'articuler, comment ça va prendre de l'importance si ça marche, comment on va faire, mais on va tester, on verra bien. Mais je crois que Ouais. c'est indispensable. Je vais mettre en même temps ton site là juste à côté, comme ça on pourra balayer un peu les deux, trois topics. Ouais. Sur, par rapport au membre idéal de The Village, en ce moment, si on peut creuser 2 minutes, les gens qui te suivent, qui te lisent, c'est qui? On est sur des gens qui s'intéressent, au télétravail, au remote, donc ça veut dire que tu as autant des freelances que des corporates, que, des consultants, Ouais, c'est ça? C'est la communauté The Village? c'est ça. On a 5 ou 6 personas, si tu veux, D'accord. différentes emblématiques de nos lecteurs. On a, alors par thématique, on a des gens qui s'intéressent au tiers-lieu, des gens qui s'intéressent au télétravail, ce qui est pas Mmh. forcément la même chose. Ouais, On a des gens qui s'interrogent, ou qui sont des praticiens du développement local. ouais. On a des salariés d'entreprise qui ont envie de se débrouiller en remote, qui savent pas très bien que faire, ou qui ont envie de convaincre leur patron. Ça existe aussi. Donc, ils cherchent des arguments. On a des freelances. Donc, tu vois, on a déjà 5 ou 6 personas. Et si tu regardes par catégorie professionnelle, on a à peu près 20% de dirigeants, de managers. On D'accord, a 20% de freelance. d'accord, On doit avoir à peu près 20% de gens qui s'intéressent à la thématique coworking tiers-lieu, d'accord. sachant que il peut y avoir des croisements, hein, de communautés. On a des entrepreneurs, des freelances aussi. Je me Mmh. souviens plus très bien des proportions, mais voilà, tu vois, c'est assez varié. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la friction entre toutes ces populations sur un sujet Ouais. qui leur est commun et donc ce qui va m'amener sur cette transition, d'outils. Alors je vois que tu as une catégorie sur ton site sur les outils. Ouais. Airparty, c'est essentiellement un podcast, sur les outils du community building. Donc, Mm. on passera tout à l'heure sur une deuxième partie exclusive pour la communauté Airparty sur les outils voilà, que tu vois passer, que toi-même tu utilises. Mais en gros, est-ce qu'aujourd'hui, dans tous ces personas dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a un gros besoin pour tout le monde? Est-ce que tu ressens un gros besoin pour tout le monde de trouver le bon outil ou en tout cas d'échanger sur ce genre de ressources aujourd'hui? Ouais, oui, oui, il y a une partie de notre lectorat qui est intéressée. D'ailleurs, on avait un rédacteur qui suivait ces thématiques-là, qui nous publiait une fois par semaine un billet sur les outils. C'est pas tout le monde, mais c'est les outils, les bonnes pratiques et l'échange de pratiques surtout. Euh, ça touche presque tout le monde. Par Ouais. exemple, le télétravail. Pour nous, on s'intéresse au télétravail depuis le début, mais ça fait très longtemps qu'on dit le télétravail n'est plus un sujet. Parce qu'aujourd'hui, normalement, tu as plein de littérature sur Internet. Mmh. Tu peux te débrouiller tout seul quand tu es DRH pour mettre en place le télétravail, à condition de le vouloir. Malgré ça, depuis la Covid et l'explosion de la demande de télétravail, les entreprises sont un peu perdues avec la mise en place de ce qu'on appelle le travail hybride. On Mmh. a 3 jours à distance, 2 jours en présentiel ou l'inverse. Voilà. Donc, eh ben,
là, il y a une forte demande. Comment est-ce qu'on va gérer le travail hybride? Alors qu'à comment dire, en abordant le sujet, tu te dis, bah, c'est pas compliqué, il y a qu'à le vouloir, et puis après on le met en place. Non, en réalité, dans beaucoup d'entreprises, ils sont emmerdés avec le sujet, ils savent pas par quel bout le prendre. Donc tu Mmh vois, ça mh. c'est pas vraiment un outil, mais c'est un savoir-faire, c'est Ouais, c'est un des échange échanges, de bonnes pratiques, ouais. une sous-communauté, qui concerne, par exemple, les RH et C'est les ça. managers chez OK, et chaque communauté de chaque cible, en fait, a intérêt à s'échanger, entre pairs, Poten sur des bonnes pratiques et Potentiellement des oui, outils. et je pense que ça va se passer d'ailleurs, si notre communauté prend de l'importance, c'est qu'on va être obligé de segmenter un peu les Mmh. thématiques. Oui, c'est ce que tu fais déjà dans Ouais. ton Discord. Tu Oui, as alors déjà, c'est très modeste parce que c'est petit, ça démarre, mais hem, quelqu'un qui, je sais pas, un expert du développement local, qui est fonctionnaire, dans une collectivité territoriale, va pas avoir forcément les mêmes centres d'intérêt qu'un freelance qui, lui, va chercher une réponse peut-être d'outils, de prestataires, tu vois? Et donc ces gens ont des choses à se raconter, mais pour 80 des sujets, ils ont rien à se dire, tu vois? Ils ont ils sont dans des c'est thèmes c'est différents. mais alors c'est un point hyper important du community building, c'est ce que j'appelle moi le placement de table, comme dans les mariages. C'est-à-dire que si tu as, des sous-communautés, enfin si tu as une grosse communauté, on va dire une audience, hein, une audience de gens qui, il y Mmh. a un moment donné, pour qu'il y ait des échanges qui soient, fructueux, une obligation comme dans un mariage que de faire des placements de table intelligents, ou de pas mettre mamie avec le cousin, punk, et cetera. Enfin, non, mais enfin, en fait, les communautés digitales virtuelles ou les communautés physiques, le placement de table, le matchmaking comme on dit, il est quand même essentiel, et un Ouais, Discord n'y échappe pas. Alors ouais. là où Discord est vraiment cool, c'est que c'est gratuit et que tu peux faire des sous-sections, et que tu peux faire des sous-groupes. On en parlera dans la deuxième partie sur les outils, mais j'aime bien la manière dont tu construis ta communauté, c'est-à-dire de pas être super, super niche dès le départ, parce que c'est un peu Mmh. ce qu'on entend aujourd'hui, c'est soit super niche, ça va te permettre d'avancer plus vite, oui, mais en même temps, sur des sujets qui sont aussi larges, ça permet aussi, d'avoir, une friction entre des populations qui ne se seraient pas parlé, heu, au Ouais. départ. On avait, au début de The Village, on avait 2 niches, hein, qui sont rapidement dégagées. C'est un, le télétravail, Ouais. et deux, le coworking. On parlait pas encore de tiers-lieux à l'époque, c'était le coworking. Bon, Mmh. historiquement, nous, on était très proches de la communauté historique du coworking, hein, qui étaient des indépendants, des petites boîtes, des associations. C'était des petits espaces qui étaient vraiment porteurs de cet esprit historique du coworking, de toutes les valeurs, si tu veux. Et pendant 5 ans, on a organisé, avec des amis et partenaires, un tour de France du télétravail et des tiers-lieux. Et donc, on connaissait presque tout le monde dans le milieu. Donc, la tentation était très forte de Mmh. s'enfermer dans ces niches-là. Mmh. Et en Mmh. même temps, moi, j'avais la conviction que c'était juste des niches, quoi. C'était pas tout le problème de Ouais, transformation du ouais. travail et de la société. Et donc, on était très content d'être dans ces niches et de produire du contenu, d'avoir une audience. Mais en même temps, on se méfiait beaucoup. On s'en méfiait beaucoup parce qu'on dit on va se faire piéger dans ces Mmh. sujets alors que ça nous empêchera d'évoluer. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des rémanences, il y a des trucs qui restent, qui sont toujours vrais, mais en même temps, le sujet, il a évolué, c'est normal. Donc, c'est à la fois un avantage et un risque pour nous de se faire enfermer dans ces 2 niches. Ouais, c'est effectivement un piège dans lequel, pas mal de community builders peuvent tomber, que d'être, super niche, dès le départ, même si effectivement ça permet, d'être beaucoup plus visible, mais c'est vrai qu'un 1er pool, type audience, type, voilà, on n'a pas la prétention de faire en sorte que tout le monde se connaisse dès le départ, mais d'être suffisamment large, bah, c'est un peu la brique du média, hein, qui est l'une des premières briques du community building, Mmh. dans lequel s'inscrit The Village.
C'est quoi les actualités de The Village, juste avant de sauter dans cette deuxième partie orientée beaucoup plus tools et recommandations d'outils. 2022 pour toi, c'est quoi? Oh bah, c'est clairement de réussir, le développement de la communauté. OK. Ça, c'est un alors on a une démarche, assez pragmatique, hein, donc on teste, on regarde, ça marche pas. On bosse pas du tout sur le sujet encore parce qu'on voudrait que ça soit, propre et mûr et que ça corresponde aux attentes, de nos lecteurs pour que cette communauté corresponde à une réponse pour faire des choses ensemble. Et ça, je crois que Ouais. on pourra en reparler dans les outils ou dans les sources Mmh. et comment j'en suis venu à cette démarche de community building, si tu veux. En l'ayant testé, mais en étant complètement niveau zéro de connaissances théoriques. Ça, c'est le gros challenge 2022. Mais De le faire avec et pas pour ses membres, c'est ça que tu dis, c'est voilà, voilà. l'importance du co-design, quoi. Voilà, exactement ça. C'est pour ça qu'on a commencé par des petits ateliers, modestes, 10-15 personnes, Mmh. parce que, c'est du marketing de base. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Voilà, c'est pas moi qui vais dire, qui vais dicter, depuis ma chair, la vérité. Non, c'est vous qui allez me dire et puis c'est pas moi qui vais faire à votre place. On va le faire ensemble. Moi, je suis un facilitateur, j'aide, je je donne les outils, voilà. Éventuellement, j'apporte, ma part dans les échanges, mais c'est tout. C'est votre Tu es le communauté. tu es le centre, tu n'es pas le centre du cercle, tu es le cercle. Ha Voilà, exactement. comme C'est j'aime à dire Oui, souvent. Mmh. j'ai découvert ça aussi, sur Airparty, quand j'ai trouvé ton site. Heu, mais ça a l'air évident aujourd'hui. Mais en Ouais. réalité, le cheminement intellectuel pour faire comprendre la différence entre une audience et une communauté et Dieu sait si on abuse du terme de communauté aujourd'hui, hein, c'est un terme qu'on voit partout, oui, oui, Mmh. les influenceurs et leur communauté. Non, les influenceurs, ils ont des followers, ils n'ont pas forcément une communauté. Et en général, ils n'ont pas de communauté d'ailleurs. C'est le gourou ou la gourou qui va donner une tendance et qui va emmener les gens et qui va monétiser cette audience, quoi. C'est C'est hyper différent. intéressant. C'est hyper intéressant qu'on arrive toujours mais de toute façon, à chaque épisode, on en arrive toujours à parler de ces deux paradigmes-là, le paradigme de l'audience et le paradigme du Mm. community building. Là, je me suis fendu d'un petit tweet, là, c'était ce matin ou hier soir, parce que j'ai vu passer encore voilà, une liste à la Prévert, une litanie de quelqu'un qui poussait les 10 communautés qu'il fallait regarder absolument et mélangeait largement en fait des groupes Facebook à côté de plateformes, à côté de vraies communautés, enfin de gens qui se côtoient et, et en fait il y a vraiment deux paradigmes. Et pour moi, il y a autant de différences entre un business qui parle de communauté en lieu et place d'une audience de gens qui se côtoient et qui se rencontrent, qu'entre un troupeau de vaches que tu amènes à l'abattoir pour faire des steaks et un chenil de chiens que tu élèves pour faire de la qualité, pour faire que les chiens se sentent bien, quoi. Et mettre sur le même plan ces deux métiers-là me choque énormément, moi. Ouais, Et non pas que je juge l'un ou l'autre, mais qu'il faut être clair. Je pense qu'il faut être clair sur les stratégies et je vois quand même beaucoup d'entreprises qui surfent sur ce mot communauté. Hem et dont souvent l'objectif est quand même de créer du steak. On va pas se ouais, mentir et c'est très bon le steak et j'adore le steak et il y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste que, le paradigme du troupeau, c'est-à-dire, de nourrir et de se servir de ses membres pour derrière potentiellement leur vendre des choses, c'est quand même assez éloigné du monde du community building ouais, qui est là non pas pour aller, manger, voilà sa proie, mais qui est plutôt là pour empower et pour, libérer et pour, créer, d'autres leaders.
Donc c'est en ça que ces 2 mondes-là, enfin, je trouve quand je disais, on en arrive toujours à parler de ces 2 paradigmes-là. Je trouve que c'est encore aujourd'hui, un champ de bataille, quotidien pour expliquer, ces différences-là. Oui, parce que comment dire? C'est dommage, en fait, qu'il y ait cette confusion et que cette confusion soit entretenue par ignorance, par intérêt, parce qu'il y a tout un business de l'influence, hein, faut pas l'oublier. C'est dommage parce que la la véritable communauté est un levier extraordinaire d'empowerment d'abord, des membres, Bah oui, et puis, si tu te places dans un contexte plus corporate, plus business, c'est un levier 1000 fois plus puissant que de l'influence classique, en poussant, des contenus, vers une audience. Et en fait, moi qui viens des médias, qui avaient cette culture, j'ai mis longtemps à saisir finement la différence qu'il y avait entre les 2. Entre être le gourou, être le point central et être le cercle, comme tu le disais. Et ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas du tout. Et donc ouais. cette erreur, cette confusion, elle provoque des dégâts et puis surtout, elle décourage plein de gens. Se dire: «Ouais, on va faire une communauté, c'est génial, tout» et puis ça fait un flop parce que ça n'en est pas une. Heu Mais parfois, et il y a vaut mieux éviter d'en faire une parce et que parfois, il vaut mieux éviter d'en faire une parce que c'est pas adapté à ce c'est qu'on pas veut faire. adapté. Bah, Ouais, oui, ouais. il y a parfois combien d'entreprises, avec qui je discute où je leur déconseille d'aller sur ce modèle-là, même si elles sont très motivées, mais je leur montre la fin de l'histoire et la fin de l'histoire, elle a un package qui est Ouais, énorme, et au moment où elles ont ce package sous les yeux, elles me disent: «Non, effectivement, non, on veut pas aller par là». Et souvent, en fait, les entreprises, elles se lancent sur ça, sur ce mot communauté, parce que derrière, en fait, elles ont le paradigme de j'allais dire le paradigme de la vache, mais il y a un package. Donc parfois, en entreprise, que ce soit une communauté interne, que ce soit une communauté externe, faut du lâcher prise, faut être capable de faire le cercle, faut être capable de partager le pouvoir, faut être capable de co-construire les choses. Et souvent, dans le business, c'est parfois pas possible, voire pas souhaitable, parce que ouais. ça ralentit. Et donc, oui, oui, ça, je confirme, Et en entreprise, c'est effectivement, il y a des prérequis, de confiance, de gouvernance, et cetera, qui sont bah, oui, très forts. Tu peux faire péter des équipes. Tu donnes la parole à tout le monde en disant, «Allez-y, c'est notre communauté, on s'exprime». Si c'est pas géré, mal géré, ça peut être une vraie catastrophe dans l'entreprise. Donc attention, c'est une arme, ça peut être une arme, de destruction massive, mais bien sûr, hein, si ouais, c'est pas j'en suis géré. convaincu ça. J'en Oui, suis oui, convaincu que de laisser croire aux gens, qu'il y a, une horizontalité, ouais, et que très vite derrière, on voit qu'il y a un faux-nez, c'est catastrophique, c'est ouais, contre-productif à souhait. Et vaut mieux dire aux gens: «Bah, voilà, notre organisation, elle est comme elle est». Il y a des règles, ça sera moins déceptif et ça créera moins de c'est effectivement une communauté mal gérée, ça peut être, ouais, ça peut parfois être une bombe, hein, clairement, hein. C'est en ouais, plus la personne qui est au centre, quand c'est mal géré, il y a généralement quelqu'un, qui est le centre du cercle malheureusement et qui tient un bout de bras. C'est comme ça que ces personnes-là, se fatiguent énormément. C'est c'est dans bien des cas, j'ai envie de dire, une mauvaise idée que d'en faire une. Et pour ceux qui arrivent à comprendre le vrai paradigme du co-design, du partage de pouvoir et de la et de l'empowerment, bah, effectivement, effectivement, en termes de résultats et d'output, c'est magique. Mais encore faut-il respecter ces quelques cases, quoi. mmh, je suis d'accord. C'est tout l'enjeu, que tu vas essayer de relever sur, 2022, Oui, c'est j'imagine ça. avec, Et en puis, quelque communauté. chose dont on s'est absolument pas préoccupé, mais c'est aussi la monétisation, parce que tout ça va demander du travail et donc voir, comment, financer le développement de la communauté, la rémunération, et cetera, voir le partage de revenus si,
si on arrive à en avoir et que des gens s'investissent beaucoup, tu vois. C'est une question qu'il faut pas éluder parce que c'est important. Là aussi, ça crée de la frustration. Ça, c'est une faille possible dans ton mode de gouvernance de la communauté. Donc il faut être extrêmement précautionneux quand on réfléchit à ces sujets-là. Tu Voilà, veux te ça c'est diriger là-dessus. sur un modèle, tu réfléchis à quoi? Un abonnement? Oui, mais je suis ouvert à tout, mais en fait, on n'a pas vraiment encore, réfléchi au sujet, mais il y a plusieurs pistes possibles. Il y a effectivement l'abonnement. Donc là, on revient un peu dans un club. Il y a un abonnement sélectif, qui est lié aux entreprises, et éventuellement moins cher pour, des freelances ou des indépendants, des gens qui sont tout seuls, ou des collectivités locales qui sont pas très riches. Voilà, et puis après, il y a peut-être mettre un paywall pour l'accès à certains événements. Voilà, il y a plein de possibilités. Il y a du don, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va déjà regarder si la communauté se développe bien, si on arrive à en faire quelque chose. Là, il sera toujours temps. On va faire comme Google, tu vois. Ils parlaient pas d'argent et de pub quand ils se sont créés. Ils cherchaient à faire du trafic et de l'audience. Et après, ils ont mis un péage. Ouais, quel péage, ouais. Et quel péage? Ouais, et ben écoute, non mais super pour cette première partie. On a couvert pas mal de sujets intéressants. Je vous propose de nous retrouver désormais sur la deuxième partie qui est réservée à nos membres, où on va parler d'outils. Et Xavier, tu vas nous vider ta stack d'outils, de ressources, de lecture, de personnes à suivre sur ton sujet remote télétravail.